Avant que le nom de Gary Webb n'apparaisse dans les journaux, avant que ses enquêtes ne secouent un pays entier, il y avait déjà des signes ignorés, des signes dissimulés. Los Angeles, 1984. Par une nuit quelconque, une patrouille découvre un garçon de seulement 13 ans étendu sur le trottoir. Il convulse. Il ne répond pas. Dans sa poche, une pipe artisanale. Dans ses poumons, des traces d'une substance qui, jusque-là, ne circulait que dans les milieux les plus marginaux. Une petite roche blanche, mais mortelle. Cet enfant fut un avant-goût de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui ne venait ni d'un cartel isolé, ni d'un gang local. Cela venait de loin, de très loin. Ce qui commençait n'était pas une mode, c'était une épidémie. Une épidémie qui prendrait la forme d'une pierre, de crack, une drogue bon marché, addictive, dévastatrice, qui, en quelques mois, s'emparerait des coins de rue, des ruelles, des foyers les plus oubliés du pays. Et le plus troublant n'était pas son effet, c'était son origine. Car ce qui paraissait être un phénomène de rue était en réalité la conséquence indirecte d'une guerre secrète. Une guerre sale, hors caméras, hors congrès, et financée avec de la poudre blanche. Gary Webb n'était pas un révolutionnaire, ni un agitateur. Il était journaliste, de ceux qui croyaient encore que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, devait être racontée. Pendant des années, il consulta des rapports, des dossiers oubliés, des documents sans signature, et encore, la même route apparaissait sur le papier, une ligne tracée depuis les jungles d'Amérique centrale jusqu'aux quartiers les plus abandonnés des États-Unis. Une ligne marquée de poudre à canon et de cocaïne. Nicaragua. Fin des années 70. Un pays en ébullition. Alors que la guerre froide divisait le monde en blocs idéologiques, l'Amérique centrale devenait un territoire de confrontation. Et en 1979, l'histoire prit un tournant qui inquiéta Washington. Une révolution populaire renversa la dictature de Somoza. Les sandinistes prirent le pouvoir, soutenus par Cuba, appuyés par Moscou. Et pour les faucons de la Maison-Blanche, c'était intolérable. Une nouvelle Cuba, à seulement 2 heures de Miami. La CIA n'attendit pas l'autorisation du Congrès. Depuis l'ombre, elle élabora une stratégie, financer un groupe armé pour renverser la révolution. Une force irrégulière, sans uniforme, sans drapeau, avec une unique mission, faire tomber le gouvernement sandiniste. Ainsi naquirent les contrats. Mais un problème subsistait, un problème qu'aucune idéologie ne pouvait résoudre. L'argent. Le Congrès, bloquant les fonds officiels, l'agence chercha une autre voie, plus rapide, plus sale, plus rentable, le trafic de drogue, des armes vers le sud, de la cocaïne vers le nord. Un échange silencieux, toléré au nom de l'intérêt national. Et ainsi, tandis que des guérilleros s'entraînaient dans les montagnes du Honduras, la poudre blanche commençait à inonder les quartiers de Compton, Oakland, Chicago. Les rues se remplissaient, les hôpitaux s'effondraient, les morgues étaient dépassées. Ce qui semblait une coïncidence historique ne l'était pas. Webb l'avait compris avant tout le monde. Ce n'était pas une théorie marginale. C'était une opération structurée. Il y avait des routes. Il y avait des contacts. Et pire encore, il y avait un soutien institutionnel. Pendant près d'une décennie, les rapports passèrent inaperçus. Les rumeurs circulaient, mais personne n'osait les regarder en face. La CIA opérait avec une précision chirurgicale, formant des milices, déplaçant des cargaisons, signant des chèques dans l'ombre. Le coût, insignifiant. Tant que l'objectif restait stratégique, les conséquences sociales pouvaient être ignorées. Et c'est ce qu'ils firent. Des quartiers entiers furent poussés dans l'abîme, non par accident, non par négligence, mais par conception. Un réseau clandestin reliait les laboratoires de la jungle colombienne aux rues de Watts et Harlem. Un canal qui transformait des kilos en millions. Et des dépendants en soldats invisibles d'une guerre sale. Le crack ne fut pas une erreur du système. Il fit partie du système. Et pourtant, pendant des années, personne ne dit rien. Pas une une de journal. Pas une question au Congrès. Jusqu'à ce que quelqu'un brise le silence. Gary Webb. Il n'était pas célèbre. Il n'avait pas le soutien d'un grand média. Juste son carnet, son magnétophone et un soupçon. Quand les autres voyaient des coïncidences,
lui voyait des connexions. Quand les autres se taisaient, il écrivait. Son enquête s'intitulait « Dark Alliance ». Et ce fut une bombe. Webb démontra qu'au même moment où le gouvernement lançait la guerre contre la drogue, il permettait, et même facilitait l'entrée massive de cocaïne. Si cela servait à financer sa guerre secrète au Nicaragua, nom, date, route, ce n'étaient pas des théories, c'étaient des documents, des témoignages, des contrats, et l'objectif final était clair: transformer cette cocaïne en crack, et la distribuer précisément là où elle ferait le plus de ravages, les communautés afro-américaines les plus pauvres du pays. Dark Alliance changea tout, ou presque tout, car révéler la vérité a un prix. Pour Webb, ce fut sa réputation, son emploi, sa santé mentale et, selon beaucoup, sa vie. Quand on parle du crack en Amérique, on ne parle pas seulement d'une épidémie de drogue. On parle d'une fracture sociale, raciale et politique, de communautés abandonnées, d'enfants brandissant des armes plus grandes qu'eux, des mères qui perdaient leurs enfants, non pas une fois, mais encore et encore, des quartiers transformés en zones de guerre. Tout cela pour une guerre qui ne se déroulait même pas sur le sol américain. Une guerre que la majorité des citoyens n'a jamais su qu'ils finançaient. Mais quelqu'un le savait. Gary Webb suivit la piste. Et au centre, il trouva 3 noms qui revenaient comme un écho troublant. Norwin Meneses, connu comme le roi de la cocaïne au Nicaragua, une figure aux connexions aussi haut placées qu'obscures, opérant depuis l'ombre. Danilo Blandon, son bras opérationnel aux États-Unis, le canal reliant la politique au trafic de drogue. Et Freeway Ricky Ross, un jeune de South Central, qui passa de n'avoir rien à contrôler un réseau de distribution qui générait des millions. 3 hommes, 3 points clés dans un réseau qui, sans l'indifférence ou la complicité de secteurs du gouvernement, n'aurait jamais prospéré. Webb n'écrivit pas leur histoire depuis les marges. Il l'écrivit depuis les archives, depuis les témoignages, depuis les blessures ouvertes d'un pays qui n'a toujours pas refermé cette cicatrice. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il ne suffit pas de regarder les rues de Los Angeles. Il faut revenir au point d'origine. 1979. Managua. Le régime de Somoza agonise. Un dictateur retranché, héritier d'une dynastie qui avait transformé le Nicaragua en propriété privée. Corruption, torture, complicité. Pendant des décennies, il fut un allié utile pour la Maison-Blanche. Il forma des troupes, facilita des invasions, fit le sale boulot de la géopolitique. Et tandis qu'il tombait, à Washington, on préparait déjà le prochain coup. Gary Webb comprenait quelque chose que beaucoup ignoraient. L'histoire ne commence pas quand les médias commencent à la couvrir. Elle commence bien avant, parfois par des pactes discrets et des trahisons calculées. Pour comprendre comment le crack avait inondé les États-Unis, Webb remonta au cœur de l'Amérique centrale, à une figure qui, pendant des décennies, fut le visage de l'obéissance politique, Anastasio Somoza. Somoza était plus qu'un dictateur. Il était un allié historique de Washington. En 1954, il contribua à renverser Jacobo Arbenz au Guatemala. En 1961, il céda du territoire pour lancer l'attaque contre Cuba à la baie des Cochons. En 1965, il envoya des troupes en République dominicaine pour écraser une insurrection de gauche. Il envoya même des soldats nicaraguayens en Asie du Sud-Est pendant la guerre du Vietnam, uniquement pour prouver sa loyauté. Il était l'homme des Américains, le pion parfait, mais les pions s'usent aussi. En 1979, le monde changea. Les sandinistes avançaient vers Managua, et avec eux, une menace, que le Nicaragua devienne une nouvelle Cuba. À la Maison-Blanche, la figure de Somoza commença à déranger. Les rapports sur les tortures, les exécutions et les disparitions devenaient impossibles à ignorer. Sa garde nationale, financée et entraînée par les États-Unis, était accusée d'atrocités. Washington avait besoin de se laver les mains, et le fit, comme si des décennies de soutien, de complicité et de faveur pouvaient disparaître d'un simple geste. Ils lui retirèrent leur appui. Somoza le comprit. Il sentit la trahison. Il supplia l'ambassadeur de ne pas l'abandonner. Il leur rappela tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait donné. Mais cela n'avait plus d'importance. Il avait cessé d'être utile. Dans une ultime tentative pour survivre,
Il lança un avertissement désespéré. « Si je tombe, la garde nationale tombera avec moi. » Et là, Washington réagit, pas pour lui, mais pour ce que représentait cette milice. Des décennies d'investissement, des millions consacrés à la formation, une force qui, malgré tout, restait leur pièce la plus précieuse sur l'échiquier régional. La garde nationale, cette armée façonnée par les États-Unis comme rempart contre le communisme en Amérique centrale, s'effondra en quelques heures. Le 17 juillet 1979, à la faveur de la nuit, Anastasio Somoza quitta le pays dans un jet privé. Il ne partit pas seul. Ses généraux, ses conseillers, et tout l'argent qu'ils purent emporter l'accompagnaient. Destination, la Floride. Au Nicaragua, le pouvoir changea de main sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les sandinistes entrèrent dans Managua, et avec la chute du dictateur, s'effondra également le système de contrôle militaire que Washington avait cultivé pendant des décennies. Certains réussirent à s'échapper, d'autres furent capturés, et quelques-uns disparurent. Mais tandis qu'à Managua un régime s'écroulait, à Washington commençait une autre histoire, plus sombre, plus silencieuse. L'attention se détourna du conflit politique vers une autre substance en pleine ascension, la cocaïne. Pendant des années, la cocaïne avait été un produit réservé à certains cercles, un luxe, une exclusivité, une ligne dans les toilettes d'un club de Manhattan, une dose sur la table d'un cadre d'Hollywood, propre, coûteuse, presque sophistiquée. La presse commençait à en parler comme d'un phénomène culturel, non comme d'un problème de santé publique. La drogue des riches, disait-on. Et au Congrès, les alarmes sonnaient très faiblement. L'un des rares à élever la voix était le député Tennyson Guyer. Il avertissait que ce qui semblait un caprice des élites était en train de muter, que ce que personne ne voyait venir, c'était une épidémie. Il demandait action, budget, prévention, mais sa voix se noyait dans l'indifférence générale. Pour beaucoup, la cocaïne n'était pas une menace. Ce n'était que une partie du spectacle. Même parmi les experts circulait une idée qui, aujourd'hui, semble absurde, que la cocaïne ne provoquait pas de dépendance. Pour Gary Webb, lire ces déclarations des années plus tard confirma une suspicion. La cécité n'est pas toujours innocente. Parfois, elle est fonctionnelle. Alors qu'aux États-Unis, la cocaïne restait entourée de glamour et de désinformation, au sud du continent se développait une menace bien plus insidieuse. Au Pérou et en Bolivie, des médecins ruraux et des psychiatres communautaires commençaient à signaler des cas déconcertants. Des hommes mentalement détruits, des patients souffrant d'hallucinations, d'épisodes psychotiques, d'une dépendance extrême. Ce n'était pas la cocaïne qui arrivait à Wall Street. C'était quelque chose de plus brut, plus direct, plus mortel. Une substance brunâtre, à la texture pâteuse et à l'odeur pénétrante. La pâte de cocaïne. Elle ne se sniffait pas, ne se cachait pas. Elle se fumait directement dans des cigarettes artisanales. Son effet était immédiat, explosif et profondément destructeur. La pâte de cocaïne contenait jusqu'à 80% de cocaïne pure. La poudre fine consommée aux États-Unis dépassait rarement les 30%. Elle était bon marché, elle était addictive, et elle était accessible. Une combinaison aussi parfaite pour le marché que dévastatrice pour le corps humain. Dans les quartiers les plus pauvres de Lima et La Paz, les effets étaient visibles à l'œil nu. Visages émaciés, état catatonique, violence irrationnelle. Un psychiatre péruvien alla jusqu'à écrire que cette nouvelle drogue déshumanisait des centaines d'hommes. Mais ces avertissements restèrent enfermés dans des rapports techniques, rédigés en espagnol, sur papier, ignorés par les centres de décision du Nord. Gary Webb les lirait des années plus tard, et comprendrait que l'histoire du crack n'avait pas commencé à South Central. Elle avait commencé bien avant, et bien plus loin. Pendant des années, ces avertissements se perdirent dans la distance culturelle et linguistique. Des rapports médicaux rédigés en espagnol, archivés dans des institutions sans pouvoir médiatique, personne ne les traduisit. Personne ne les prit au sérieux. Personne, sauf un. À Los Angeles, un toxicologue nommé Ronald Siegel commença à voir des signes similaires. Il ne venait pas d'études menées au Pérou ou en Bolivie. Il venait de son propre environnement, clinique, rapports médico-légaux,
Entretiens avec des usagers. Des schémas de comportements erratiques. Des symptômes de dépendance intensifiés. Des épisodes de violence extrême. Siegel avait passé des années à étudier la cocaïne. Il savait comment elle fonctionnait. Mais ceci était différent. Il lut les études latino-américaines, compara les données, et arriva à une conclusion inquiétante. La forme fumée de la drogue traversait les frontières. Ce n'était plus seulement un problème du Sud. Elle était là, à Los Angeles. Et elle ne venait pas seule. Les laboratoires clandestins des États-Unis ne se contentèrent pas de copier ce qui se passait en Amérique du Sud. Ils l'améliorèrent, ou plutôt, l'aggravèrent. Ils transformèrent la cocaïne en poudre en un produit plus puissant et addictif. Ils en retirèrent les composants solubles dans l'eau et libérèrent sa base active. Le résultat? Le freebase, une forme fumable, directe, intensive, capable de produire un effet si fort qu'aucune autre méthode ne s'en approchait. Et avec cet effet, commença le désastre. Gary Webb ne connaissait pas encore Siegel, mais des années plus tard il tomberait sur ses études et découvrirait que l'enfer avait déjà commencé avant que quelqu'un ne le nomme crack. Les premiers signes de l'effondrement commencèrent à se manifester. Non pas dans les jungles, ni dans les statistiques, mais dans les rues de Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York. C'était une épidémie sans nom encore, mais elle laissait déjà sa signature. Addiction immédiate, accès psychotique, effondrement émotionnel, violence incontrôlable. Et pourtant, personne n'arrêtait ce qui arrivait. Les alarmes s'accumulaient. Les rapports médicaux se multipliaient. Mais dans les couloirs du pouvoir, régnait la surdité. Peu de voix osèrent rompre le consensus de l'inaction. L'une d'elles, Robert Bick, neuropharmacologue, professeur à Yale, éditeur des travaux de Freud sur la cocaïne. Un expert avec des références, un accès, une autorité. Il était au Congrès le même jour où le député Tennyson Guyer parla d'une pandémie imminente. Bick écouta en silence. Il attendit son tour, et lorsqu'il prit la parole, il ne le fit pas avec courtoisie. Il accusa le gouvernement de minimiser les risques, d'ignorer les données, de cacher la vérité, et il lança un avertissement qui, aujourd'hui, semble prophétique. Nous n'avons pas encore d'épidémie de freebase ou de pâte de coca fumée aux États-Unis, mais il était hautement probable qu'elle survienne. Il demanda une campagne nationale d'information, des données, des images, de la prévention. Il ne demanda ni censure ni punition. Il demanda de la conscience. Mais dans cette salle, il n'y eut aucune réaction. Pas de fond, pas de plan. Juste une question sèche, presque ironique. Et que fait la DEA pour empêcher les Boliviens et les Péruviens de continuer à cultiver la coca? Gary Webb, des années plus tard, se souviendrait de cette phrase. Non pas pour son cynisme, mais parce qu'elle illustrait quelque chose de plus profond. La cécité institutionnelle n'est pas toujours ignorance. Parfois, c'est un choix. Le problème n'était plus dans les Andes. Il avait perdu de l'altitude. Il avait traversé les frontières. Et maintenant, il était sur le point d'exploser dans les rues des États-Unis. Quand on enterre la vérité sous terre, elle s'accumule avec une telle force que le jour où elle éclate, elle emporte tout sur son passage. Émile Zola. Gary Webb le comprit tard, comme tant d'autres. Mais lorsqu'il le comprit, il écrivit tout. Pour comprendre comment cette drogue était arrivée à Compton et à Watts, il fallait retourner encore une fois au Nicaragua. Après la chute de Somoza, le pays sombra dans le chaos. La garde nationale disparut comme si elle n'avait jamais existé. Les sandinistes prirent le pouvoir sans résistance, et l'élite qui avait vécu protégée pendant des décennies s'enfuit comme elle put. L'un de ces exilés atterrit à Los Angeles le 5 juillet 1979. Son nom, Oscar Danilo Blandón Reyes. Mais Blandón n'était pas un réfugié ordinaire. Il venait du sommet, fils de propriétaire terrien, marié à une riche héritière, éduqué, connecté. Tout à coup, il avait tout perdu. En Californie, il dut repartir de zéro, sans privilèges, sans titre, sans pays. Il trouva du travail dans un lot de voitures d'occasion appartenant à des compatriotes, les frères Thor, des Nicaraguayens imposants, robustes, toujours accompagnés de deux femmes liées comme Webb le documenterait plus tard à une famille portant un nom redouté. Escobar. À ce moment-là,
Ni Blandon ni Létor n'étaient impliqués dans le trafic. Pas encore. Mais quelque chose bouillonnait sous la surface. Blandon recommença à fréquenter d'autres exilés. D'abord des discussions entre compatriotes, des histoires d'un pays perdu, souvenirs, douleurs, colère. Puis la conversation changea. De la nostalgie à la stratégie, de la politique à la revanche. Blandon ne voulait plus reconstruire sa vie. Il voulait récupérer son pays. Et pour cela, il allait avoir besoin de plus que des mots. Ce qui avait commencé comme des conversations entre exilés nostalgiques se transforma bientôt en quelque chose de plus sérieux. La colère partagée, le désir de récupérer le pays perdu, le sentiment d'avoir été trahi, tout cela se condensa en une idée concrète: créer une résistance depuis le territoire américain. 5 hommes, une ville, Los Angeles. Un nom: FDN, Force démocratique nicaraguayenne. Ce serait la première pierre de ce que, avec le temps, le monde connaîtrait sous le nom de Contra. Mais à ses débuts, la FDN n'était qu'un drapeau de papier. Elle n'avait ni soldats, ni armes, ni ressources. L'argent que Danilo Blandon parvenait à obtenir modeste, informel, dispersé, ne servait pas à structurer une guérilla. Il servait à financer un autre groupe plus dangereux, la Légion du 15 septembre. Une milice composée d'anciens gardes de Somoza, réfugiés au Guatemala. Radicaux, armés, avec des comptes à régler, Gary Webb suivit la trace de cet argent et découvrit que cette légion fut le premier véritable bras armé de l'exil nicaraguayen. Tout changea en août 1981. Depuis Langley, siège central de la CIA, arriva l'ordre de consolider les efforts. Les différents groupes dispersés devaient fusionner en une seule force, une structure pouvant être armée, financée et contrôlée. Pour diriger ce projet, l'agence fit appel à un visage connu. Enrique Bermudez, colonel de la défunte Garde nationale, formé par des instructeurs américains et ayant des contacts directs au Pentagone. Sur le papier, il semblait idéal. Il avait l'expérience militaire, une apparence respectable et une obéissance garantie. En 1980, la CIA lui assigna une mission spécifique: créer une armée contre-révolutionnaire. Et pour cela, on le mit en relation directe avec la Légion du 15 septembre. Radicaux, mais utiles. Une base sur laquelle bâtir une force plus grande. 1 an plus tard, avec le soutien opérationnel et financier de la CIA, la FDN fut officiellement constituée comme force paramilitaire. Et il ne fallut pas longtemps avant que Bermudez atterrisse à Los Angeles. Il ne venait pas pour faire des discours. Il venait recruter. Lors de ses premières réunions de coordination et de collecte, Danilo Blandon était présent. Est-ce à ce moment que commença le grand trafic de cocaïne? Pas exactement. Lors de ses premières réunions, Danilo Blandon n'était pas encore un narcotrafiquant. C'était un exilé avec des idées, sans argent, sans réseau, mais avec quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant: une cause. La cause de reconstruire le Nicaragua depuis l'extérieur, de venger la chute de son monde, de montrer que tout n'était pas perdu. Enrique Bermudez, avec son allure militaire et l'aval silencieux de l'anglais, se présenta devant le petit cercle d'exilés avec un message clair. Il fallait défendre la liberté, il fallait s'organiser. Et surtout, il fallait se financer. Il demanda des symboles, il demanda de l'action, et il demanda de l'argent. Blandon, déterminé à montrer son engagement, fit un geste immédiat. Il contracta un prêt, acheta une camionnette, et l'envoya directement au camp des Contras au Honduras. Ce fut sa première contribution tangible à la guerre. Un véhicule d'occasion, chargé d'espoir et d'urgence. Mais cette bonne volonté, comme il le découvrirait très vite, n'était pas suffisante. Une guerre ne se maintient pas avec des dons isolés. Elle a besoin de structure, de logistique et de beaucoup d'argent. Et là, l'histoire changea de cours. La cocaïne, jusque-là un commerce marginal ou une activité parallèle pour certains exilés désespérés, commença à se profiler comme une source de financement viable. Gary Webb reconstruisit cette transition dans ses articles. Comment le passage de la politique à la criminalité ne fut ni abrupt ni idéologique. Il fut pratique, nécessaire, calculé, et même si Blandon deviendrait une pièce essentielle, il ne fut pas le premier à la déplacer, ni le plus important au début. Il y avait un autre nom dans l'ombre,
un homme déjà prêt, avec de l'expérience, avec des routes, et avec de l'ambition. Au milieu de cette toile d'exilés, de patriotisme et d'opérations clandestines, un nom n'apparaît presque pas dans les registres officiels. Mais selon Gary Webb, il fut central dans l'équation qui déclencha une tempête. Norwin Meneses. Avant que les contrats n'existent, avant que le mot cartel ne domine les titres, Meneses était déjà le roi non déclaré de la cocaïne au Nicaragua. Dans les années 70, il servait de liaison pour le cartel de Cali en Amérique centrale. Il avait des affaires, des routes, des alliés. C'était un opérateur jouissant d'une totale impunité. Son frère était général dans la garde nationale, proche de Somoza. Il avait une protection politique. Et la rue à ses pieds. Il possédait des bars, des bordels, des sociétés, écrans. Il déplaçait la cocaïne comme s'il s'agissait de cargaisons légales. Il achetait des policiers, connaissait les juges, et entretenait, depuis l'enfance, une relation directe avec Enrique Bermudez. Quand les sandinistes prirent le pouvoir, Meneses ne resta pas attendre les représailles. Il quitta rapidement le Nicaragua. Mais pas pour se cacher. Il retourna au business. Et l'étendit. Il se déplaçait entre San Francisco et Miami, deux villes habituées au trafic, avec des contacts établis et des structures qui lui permettaient d'opérer sans attirer l'attention. Ce fut là, à Miami, que son histoire croisa celle de Danilo Blandón. Un coup de téléphone suffit. Un ancien camarade d'école lui donna un conseil simple. Un homme va arriver à Los Angeles. Écoute-le. Ça t'avantage. Cet homme était Norwin Meneses. Blandón alla l'accueillir à l'aéroport. Il savait qui il était. Pas besoin de présentation. Il avait entendu les rumeurs, les noms, les avertissements, mais aussi les opportunités. Blandón savait qui était Meneses. Et il savait que s'en approcher, c'était jouer avec le feu. Lorsqu'ils se rencontrèrent, il n'y eut pas de détour. Meneses alla droit au but. Il ne s'agissait ni de nostalgie ni de discours. Il fallait de l'argent, urgent, et il avait un plan. Nous allons vendre de la cocaïne à Los Angeles. Avec ça, nous financerons la guerre. Des décennies plus tard, Blandón se souviendrait de cette phrase sans détour, et de la décision qui marqua le reste de sa vie. Pendant 10 ans, Norwin Meneses m'a dit de vendre de la drogue pour collecter des fonds pour les contrats. C'est ainsi que nous avons commencé. Ce ne fut pas une décision automatique. Blandón hésita. Il en débattit avec lui-même. Financer une guerre avec de la drogue, était-ce une trahison ou un sacrifice? Finalement, il accepta. Si la cause avait besoin de cocaïne pour survivre, qu'il en soit ainsi. Mais quelque chose clochait, quelque chose que ni Blandón, ni beaucoup d'autres, ne pouvaient expliquer. Comment était-il possible que Norwin Meneses, avec des antécédents pour trafic, blanchiment d'argent, voire homicide, se déplace aux États-Unis comme si de rien n'était? Il était fiché par le FBI depuis les années 70. La DEA le connaissait. Son nom apparaissait dans de multiples enquêtes. Et pourtant, il franchissait les frontières comme un touriste en transit. Protection, connexion, un sauf-conduit aux initiales officielles. En 1997, le département de la justice ouvrit une enquête interne. L'inspecteur général examina archives, rapports, passages migratoires. Il chercha alerte, mandat d'arrêt, avis diplomatique. Résultat? Rien de concluant. Aucune preuve, aucune explication. Seulement une piste pleine d'absence. Pour Gary Webb, cela en disait plus que n'importe quel document divulgué. Quand le système ne répond pas, il parle aussi. Les absences dans les dossiers n'étaient pas de simples erreurs administratives. C'étaient des ombres, des vides semblant placés avec une précision chirurgicale. Certains fichiers migratoires de Norwin Meneses étaient incomplets. D'autres avaient complètement disparu. Et beaucoup, simplement, n'avaient jamais existé. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Meneses circulait librement entre les pays, sans détention, sans interrogatoire, sans obstacle. Et il le faisait avec la familiarité de quelqu'un qui connaît les couloirs invisibles du pouvoir. Lui-même, des années plus tard, admettrait l'impensable. Il avait collaboré avec des agents de la CIA au Nicaragua, les aidant à se déplacer après la prise sandiniste. Il savait quel chemin était sûr, quelle frontière pouvait être franchie sans laisser de traces, qui appeler et qui éviter. Peu, être juste peu, être quelqu'un lui rendait la faveur,
Peu après, Meneses et Blandón voyagèrent ensemble au Honduras. Là, dans la base improvisée de la FDN, ils rencontrèrent Enrique Bermúdez. La scène était presque symbolique. Un militaire en quête d'armes, un trafiquant avec des routes et un exilé décidé à ne plus tout perdre. La conversation fut brève. Le diagnostic, direct. La cause était au bord de l'effondrement. Sans fonds, sans équipement, sans soutien officiel. Bermúdez ne dissimula pas sa position. La fin justifie les moyens. Ce n'était pas une suggestion. C'était une doctrine. Lui-même, des années plus tard, reconnaîtrait avoir collecté de l'argent en Californie. Il avait aussi recruté des combattants parmi la diaspora nicaraguayenne aux États-Unis. Ce qui n'était auparavant qu'une poignée de patriotes en fuite, était maintenant une structure organisée, avec des canaux logistiques, une hiérarchie et un soutien externe. Une machine de guerre, ou plutôt, une machine de guerre externalisée. Car officiellement, les contrats n'existaient pas. Mais officieusement, ils opéraient comme une extension des intérêts américains en Amérique centrale. Le seul problème était toujours le même: l'argent. Washington était paralysé. L'administration Carter avait bloqué toute assistance. Les fonds publics étaient fermés. Et alors, dans ce vide, la drogue entra. Tout changea à l'automne 1980. Ronald Reagan arriva à la Maison-Blanche avec un discours agressif et une vision claire. La guerre froide devait être gagnée. Sans nuance. Sans pause. Là où Jimmy Carter voyait diplomatie et détente, Reagan voyait des tranchées. Pour lui, le Nicaragua n'était pas seulement une crise centraméricaine. C'était un nouveau Vietnam en puissance. Une Cuba 2, beaucoup trop proche de chez lui. Quelques jours après avoir pris ses fonctions, il gela toute aide au gouvernement sandiniste. Et il donna un ordre non écrit, mais parfaitement clair. Trouvez des solutions, et faites vite. Dès lors, la machine se réactiva. Des agents de renseignement commencèrent à se déplacer. Silencieux, déterminés. Sans uniforme, ils contactèrent des groupes d'exilés. Distribuèrent juste assez de fonds pour les maintenir en vie. Ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il fallait pour éviter leur disparition. En novembre 1981, la FDN n'était plus une cellule improvisée. Elle devint le bras visible de la résistance. Et surtout, le canal officiel du nouveau plan clandestin. Reagan signa une autorisation secrète, un plan global pour déstabiliser le régime sandiniste de l'intérieur comme de l'extérieur. La CIA était légalement habilitée à mener des opérations clandestines, non seulement sur le terrain militaire, mais aussi politique, propagandiste et financier. Le budget initial, 20 millions de dollars. Un chiffre qui semblait grand sur le papier, mais insuffisant pour soutenir une véritable guerre. L'agence avait besoin de plus, et elle avait besoin d'autonomie. C'est pourquoi, dans les rapports, il était précisé que les actions devaient être exécutées par des combattants natifs. Mais lorsque le risque était élevé, la CIA déployait ses propres agents, des latinos entraînés pour se faire passer pour des exilés, infiltrés pour ne laisser aucune trace. En cas de découverte, tout pouvait être nié. En décembre 1981, William Casey, directeur de la CIA, se présenta devant le Congrès. Il déclara que ce qui se passait au Nicaragua n'était pas une guerre. C'était de la défense nationale. À partir de ce jour, l'opération Contra cessa d'être une initiative dispersée. Elle devint une mission officielle du gouvernement des États-Unis. Et la CIA prit le contrôle absolu. La CIA n'observait pas. Elle contrôlait. Elle supervisait les cargaisons. Elle concevait les opérations. Elle sélectionnait des instructeurs expérimentés en guerre non conventionnelle. Elle distribuait chaque dollar, chaque fusil, chaque feuille de propagande. Elle dirigeait la résistance comme si c'était sa propre armée. Les contrats exécutaient les ordres. Rien de plus. Ils ne posaient pas de questions. Ils ne discutaient pas. Et surtout, ils ne parlaient pas. Nier tout lien avec l'agence faisait partie de la formation. Le grand ennemi de la vérité n'est pas le mensonge délibéré, mais le mythe persistant, convaincant et faux. John F. Kennedy. Tandis que les satellites espionnaient la jungle nicaraguayenne, dans les rues fissurées de South Central, Los Angeles, la tempête avait déjà commencé. Mais ce n'était pas de petites doses, ni des ventes discrètes. C'étaient des cargaisons entières.
Selon les déclarations ultérieures de Danilo Blandón, le réseau dirigé par Norwin Meneses introduisit au moins 900 kilos de cocaïne en 1980. Au prix de l'époque, cela équivalait à plus de 54 millions de dollars. Et selon Blandón, cet argent avait une seule destination, financer la guerre contre le sandinisme. Mais le début ne fut ni épique, ni glorieux. Il fut maladroit, lent, imprévisible. Blandón avait 2 kilos entre les mains, et pas un seul acheteur fiable. Danilo Blandón ne savait pas vendre de la drogue. Ce n'était pas son monde. Il n'en connaissait ni le langage, ni les règles, ni les codes. Mais il avait 2 kilos et un engagement inévitable. Et sur lui, la pression constante de Meneses, qui exigeait des résultats. Chaque semaine, sans excuse. Désespéré, Blandón se réfugia dans ce qu'il maîtrisait vraiment, le commerce automobile. Il appela d'anciens contacts. Des gens de concession, d'atelier, de casse. Ce n'étaient pas des trafiquants, c'étaient des hommes du quartier. Discrets, habitués au liquide. Et cela suffisit. La cocaïne commença à circuler. Pas vite, pas en masse, mais régulièrement. L'argent commença à entrer. Pas pour Blandón, pour Meneses. C'est lui qui centralisait les revenus. Et, selon les témoignages ultérieurs, dirigeait ses fonds vers la résistance armée. Blandón survivait à peine. Il payait son loyer, s'occupait de sa fille, et évitait d'attirer l'attention. Il ne vivait pas comme un trafiquant. Pas encore. Mais à la fin de 1982, tout changea. Le marché explosa. Et pas par hasard. 2 raisons principales l'expliquent. D'abord, l'avertissement ignoré pendant des années ce mélange fumable mortel qui ravageait l'Amérique du Sud arriva enfin dans les rues de Los Angeles. Ce n'était plus une affaire de médecins ou de psychiatres. C'était une épidémie visible, violente, incontrôlable. Deuxième point. Dans ce même décor, un jeune issu du ghetto fit son apparition, sans études, sans contact, mais avec un esprit tranchant comme une lame. Ricky Donnell Ross. Dans les rues, on le connaîtrait sous un autre nom, Freeway Ricky Ross. Ce n'était pas une célébrité, ni un chef classique. C'était un enfant du quartier, mais il était sur le point de devenir le visage visible du crack aux États-Unis. South Central, Los Angeles. Année 70. Un lieu où les rêves rouillaient derrière les barreaux des fenêtres, où la pauvreté n'était pas une nouvelle, c'était la routine. C'est là que Ricky Donnell Ross naquit, là qu'il grandit, et là qu'il apprit très vite une règle tacite. Le système ne viendrait pas le sauver. Décembre 1979. Ross avait 19 ans, quand un ami du quartier s'approcha avec quelque chose de nouveau. Une petite roche blanche, de la taille d'un ongle, il la mit dans une pipe, l'alluma et la fuma. Ross pensa à une plaisanterie. Il avait déjà vu des drogues. Marijuana, cocaïne, héroïne, mais ça ne ressemblait à rien de connu. C'était de la cocaïne, oui, mais transformée, fumable, accessible, mortelle. Jusque-là, la cocaïne était une drogue d'élite, une ligne dans les toilettes d'une discothèque, pas quelque chose qui brûlait sur une cuillère rouillée au milieu du ghetto. Intrigué, Ross apporta la substance à un proxénète local. Il la testa et en demanda davantage. D'urgence. Mais Ross n'en avait pas plus. Il ne connaissait aucun fournisseur. Il n'avait aucun réseau. Il n'avait que cet échantillon et une idée. Parce qu'à South Central, la cocaïne était un mythe coûteux, un luxe inaccessible. Mais cette pierre, ce caillou improvisé, était autre chose. Une variante du freebase, plus urbaine, plus puissante, plus addictive, et plus dangereuse que tout ce que le quartier avait connu. Pas besoin de laboratoire, ni de formule complexe. Cette pierre blanche n'était pas encore du crack, mais c'en était le précurseur le plus brutal. Un avertissement, le prologue de l'effondrement, une étincelle qui allait bientôt devenir un incendie. Et cet incendie avait un visage, Ricky Donnell Ross. Mais Ricky n'était pas né pour être trafiquant. Il n'était pas violent. Il ne buvait pas. Il ne fumait pas. Il n'appartenait à aucun gang, même si les Hoover Crips faisaient partie de son environnement depuis l'enfance. C'étaient ses voisins, ses amis de ruelle, mais pas sa voix, car Ricky avait un plan.
Et il était radicalement différent. Le tennis. C'était son échappatoire, sa passion, son obsession. Il s'entraînait chaque jour sur les cours publics de South Central. Il rêvait d'obtenir une bourse, de voyager, de devenir professionnel. Ce n'était pas un fantasme. Il avait du talent. 3 années consécutives dans la meilleure équipe scolaire du district. Mais il existait un mur invisible. Il ne savait ni lire ni écrire. Son analphabétisme fut la fissure par laquelle tout s'échappa. Sans notes, pas de bourse. Sans bourse, pas d'université. Et sans université, le rêve s'évapora. À la maison, la vie n'était pas plus simple. Sa mère, Annie, portait tout sur ses épaules. Femme de ménage au centre de Los Angeles, Long Scar. Salaire minimum. Elle fouillait ses affaires, exigeait du respect, le suppliait de ne pas se laisser entraîner. Mais dans le quartier, les tentations ne demandaient jamais la permission. Elles attendaient simplement le moment opportun. Le père de Ricky avait disparu depuis des années, sans lettre. Sans destination, juste une absence qui le marquerait à jamais. C'est sa mère, Annie, qui l'éleva seule, à la force du poignet, à coups de levers à l'aube et de silence résigné. Et Ricky le comprenait, même s'il ne le disait pas. Il savait qu'il devait trouver un autre chemin. Un chemin différent de celui que la rue lui offrait. Ce chemin commença, sans qu'il le sache, sur un cours de tennis. Et grâce à un homme inattendu, M. Fisher, il était professeur de sellerie automobile. Et il vit en Ricky ce que d'autres ignoraient. Du potentiel. Il lui trouva une place dans un centre de formation professionnelle. Une voie technique, concrète, manuelle. Ricky commença à étudier la réparation automobile. Et le tennis resta derrière lui. Les rêves furent mis en pause. La rue devint son nouveau terrain. Mais Fisher n'était pas seulement un enseignant. Avec le temps, Ricky découvrit son autre facette. Il n'enseignait pas seulement la tapisserie. Il trafiquait aussi de la cocaïne. Un jour, il lui montra un petit paquet. $50 de cocaïne pure. Facile à écouler, facile à vendre, tentant pour un jeune sans bourse, sans soutien, et avec trop de factures à payer. L'idée prit forme rapidement. Ricky chercha Colin Neil, un ami tout juste sorti de prison. Il lui proposa de s'associer. Au début, ils hésitèrent, mais le besoin ne laisse pas de répit. Fisher leur donna le premier échantillon, une opportunité, un test, et ils commirent l'erreur classique, vendre à crédit. Le client disparut. Et eux restèrent les mains vides. Mais ils ne renoncèrent pas. Ils tentèrent de nouveau. Ils vendirent une voiture, un vieux modèle rouillé, qui démarrait à peine. Mais ce fut suffisant. Avec cet argent, ils obtinrent une seconde cargaison. Cette fois, aucun crédit. Argent comptant uniquement. Ils vendirent en petites doses. Des sachets qui tenaient dans la paume de la main. Ils écoulèrent vite. Ainsi, Ricky Ross fit son premier pas réel dans le trafic. Pas un essai, pas une aventure, un modèle reproductible. Acheter, couper, vendre, réinvestir. Et sans le savoir, il venait d'entrer dans un réseau bien plus vaste que lui-même. Un réseau mêlant trafic international, conflits armés et un préjudice social irréversible. Nous étions en 1982, une année idéale pour prendre de l'ampleur. Les États-Unis étaient inondés, pas par l'eau, par la cocaïne. Le cartel de Medellín poussait du produit comme jamais auparavant. Miami servait de passerelle. Les avions atterrissaient, les bateaux affluaient, et le prix du kilo s'effondrait. De 75 000 $ à 60 000 en quelques semaines. Puis encore moins. Pour Ricky et Holly, son associé, c'était l'occasion parfaite. Moins cher, plus de volume, plus de clients. Ricky n'improvisait pas. Il appliqua au commerce la même discipline qu'à un entraînement sportif. Pas de fête, pas de consommation, pas de luxe superflu. Il refusait de finir comme ces trafiquants détruits par leur propre addiction. Holly était différent, plus impulsif, plus fragile. Mais Ricky imposait ses règles. Ne dépense pas, réinvestis, toujours réinvesti. Dans son esprit, il n'était pas criminel. Il était entrepreneur. Pour lui, ce n'était ni chance ni hasard, c'était structure. Certains pensent que Dieu les a placés ici pour prêcher. Moi, j'avais l'impression qu'il m'avait placé ici pour vendre de la cocaïne. Il répétait cette phrase sans ironie.
comme s'il croyait réellement à cette mission. Mais l'affaire grossit plus vite que son premier fournisseur. Monsieur Fisher, la source initiale, ne suivait plus. Pas de logistique, pas de volume, pas d'ambition. Il se retira et les mit en relation avec quelqu'un d'autre, Ivan Arguelas, un autre exilé nicaraguayen, silencieux, méthodique, déjà expérimenté. Depuis longtemps, Ivan fournissait Fisher. Mais désormais, Ross et Oli traiteraient directement avec lui. Et tout bascula. Avec Ivan, les prix devinrent meilleurs, les quantités augmentèrent, les détours disparurent. Le commerce explosa. Pendant 8 mois, le flux fut constant. Sachets, billets, distribution à grande vitesse. Puis, soudain, silence. Ivan disparut. Sans prévenir, sans laisser de traces. Ni appel, ni livraison. Ross et Oli restèrent suspendus au milieu de leur propre réseau, avec des clients qui attendaient, avec de l'argent engagé, et sans un seul gramme à vendre. Ce fut dans ce vide que Danilo Blandon apparut. Et ce n'était pas un hasard. Blandon l'avait déjà remarqué, de loin. Depuis les marges, un jeune Afro-Américain qui écoulait plus de produits que n'importe quel Latino dans le sud de Los Angeles. Ce n'était pas courant. C'était utile. C'était de l'or. Danilo Blandon n'était pas encore un grand trafiquant. Il déplaçait 1 ou 2 kilos à la fois, toujours sous les ordres de Norwin Meneses, toujours sous pression. Plus d'argent, plus vite. C'était l'exigence permanente. Mais le commerce ne coulait pas. Les marges restaient minuscules. Les risques, immenses. Il n'avait même pas de voiture à lui. Il en louait pour faire les livraisons. Pendant ce temps, depuis l'ombre, il observait Ricky Ross, ce gamin du ghetto qui, sans connexion politique, sans nom influent, déplaçait du produit comme s'il contrôlait la ville. Je voulais connaître Ricky. Je voulais grandir dans le business. Et puis, le destin s'ouvrit comme une vieille porte qu'on ne s'attendait pas à pousser. Ivan Arguelas, son concurrent direct, subit un accident brutal. Ou plutôt, un tir. Sa femme lui avait mis une balle dans le dos, colonne brisée, paralysie totale. Ivan sortit du jeu. Et avec lui disparut la route qui alimentait le réseau de Ross. À sa place restait un héritier improvisé, Henry Corrales, beau-frère d'Ivan. Mais Henry n'était pas Ivan, ni froid, ni calculateur. Juste un fêtard avec accès. Et pour Blandon, cela devint la faille parfaite. Il s'approcha, proposa une alliance. Il fournirait la cocaïne. Henry devait seulement maintenir le contact avec Ricky Ross. Marché conclu. Blandon accédait enfin au centre du jeu. Et Ricky ne remarqua qu'une chose. Les prix baissaient de nouveau. Il ne demanda pas pourquoi. Il acheta plus, et vendit plus. Et son réseau se multiplia. Ce fut là, dans ce croisement invisible d'intérêts, que Ricky Ross et Danilo Blandon devinrent liés pour toujours. Pas de contrat, pas de poignée de main officielle. Juste une connexion silencieuse, fondée sur le flux, l'argent et le besoin mutuel. Pour Ricky, ce fut la base d'un empire. Pour Blandon, la porte d'entrée définitive vers un réseau qui allait bientôt englober toute la ville. Je suis pour la vérité, peu importe qui l'a dit. Je suis pour la justice, peu importe pour qui ou contre qui elle soit. Malcolm X. Ricky Ross avait commencé en vendant de la cocaïne en poudre, pure, transformée, la même qui traversait les frontières depuis l'Amérique du Sud, chère, élégante, contrôlée. Mais dans les rues de South Central, quelque chose commença à muter. Certains clients cessèrent de sniffer. Ils se mirent à la cuisiner, à la transformer en petites pierres, cailloux, comme celles que Ricky avait vues, la toute première fois, des années plus tôt, et qu'il avait pris pour un jeu. Au début, c'était une curiosité de laboratoire improvisée, une expérience de rue. Mais cette curiosité se multiplia. Ce qu'il créait n'était pas du freebase, du moins pas dans sa version chimique originale. C'était quelque chose de plus simple, plus brut, plus mortel, sans éther, sans pyrotechnie. Juste chaleur, bicarbonate et besoin. Un produit bon marché, immédiat et dévastateur. On ne l'appelait pas encore ainsi. Mais il avait déjà une forme, déjà une odeur, déjà une mission. Conquérir le quartier, une rue après l'autre. Au début, personne n'en voulait. Une cocaïne vendue 25 $,
ressemblait à un piège. Trop bon marché. Trop étrange. Trop nouvelle. Les vétérans du sniff la regardaient avec méfiance. Ça ne peut pas être bon. Ça ne peut pas être réel. Mais Ricky se souvint de quelque chose. Ce premier client, un vieux proxénète, revenu quelques heures plus tard, tremblant, transpirant, réclamant plus. Il comprit alors quelque chose de profond. Ce n'était pas une drogue, c'était un piège parfait. Si ça prenait, il n'y aurait plus de retour. Beaucoup ne voulaient rien préparer. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas le temps. Ils voulaient seulement fumer. Alors Ricky décida de s'adapter. D'abord, il engagea des cuisiniers. Des gens qui connaissaient la formule. Mais ils étaient jaloux. Ils protégeaient le procédé comme des alchimistes médiévaux. Jusqu'à ce que Ricky se lasse. Il observa, il apprit, et il se mit lui-même à cuisiner. Eau, bicarbonate, chaleur. Quand le mélange crépitait comme du papier enflammé, c'était prêt. Il commença à vendre des paquets à $20. Prêt. Rapide. Mortels. Il en testa un, une seule fois. L'impact fut si puissant qu'il décida de ne jamais recommencer. Il ne voulait pas perdre le contrôle. Il ne voulait pas finir comme ses clients. Et ce qu'il vit en eux le confirma. Une seule dose, et il ne voulait plus rien d'autre au monde. C'est ainsi que le crack commença à envahir chaque rue de South Central. Pas comme une mode, mais comme une peste. Mais non, au début ce ne fut pas une mine d'or. À la fin de 1982, Ricky Ross commença à en ressentir les limites. Avec la cocaïne en poudre, les marges étaient larges. Peu de clients, beaucoup d'argent, un commerce propre, en apparence. Mais le crack, c'était autre chose. C'était la rue. Et la rue n'obéit pas aux lois du commerce. Ici, pas de chèque, pas de mallette, pas d'intermédiaire élégant. Seulement des paquets de $20, un par un, poursuivant des voitures. Ramassant des billets trempés de sueur, exposés, toujours. Mais le crack possédait quelque chose que la poudre n'avait jamais eu. L'accessibilité. Pas besoin d'être riche pour se droguer. 2 billets suffisaient pour se détruire entièrement. Et cela changea tout. Le marché explosa. Chaque coin devint un point de vente. Chaque nuit, un flux constant d'argent et de destruction. Mais avec le succès arriva le chaos. N'importe qui pouvait devenir dealer. Un consommateur avec $150 pouvait acheter un demi-gramme, le cuisiner dans sa cuisine, et revendre 10 ou 12 cailloux. Le client devenait concurrent. Et le quartier, un champ de bataille. Ricky le comprit avant tout le monde. La rue ne pouvait pas se développer. Elle restait intenable. S'il voulait contrôler le jeu, il devait quitter le détail, changer de niveau, devenir grossiste. Et c'est ce qu'il fit. Il se mit à cuisiner en volume. Production continue. Distribution organisée. Produits prêts à livrer. Emballés. Prêts à fumer. Une décision technique, certes, mais aussi une affirmation de pouvoir. Et cette décision changea tout. Ricky avait optimisé son système. Il réduisait les coûts, évitait les risques, écartait la concurrence directe. Il devint le premier grossiste de crack à Los Angeles. Un fournisseur silencieux, un architecte du chaos. Mais, alors que l'engrenage semblait huilé, une faille apparut. Henry Corrales, son principal contact, commença à s'effondrer. Il arrivait en retard, évitait d'entrer dans le quartier. Et lorsqu'il venait, il était nerveux. Ricky ne lui faisait pas confiance. Impossible. Il dépendait d'un seul fournisseur. Et il ignorait encore que ce fournisseur n'était qu'une façade. Le véritable opérateur agissait derrière le rideau. Danilo Blandon. Henry, en réalité, n'arrivait plus à suivre. La pression l'écrasait. Selon Blandon lui-même, à cette période, il livrait entre 10 et 15 kilos par semaine. Rien qu'à Ricky. Cela représentait, après conversion, presque 1 million de doses de crack par mois. Rien qu'à South Central. Et ce n'était qu'une zone. Un seul point sur la carte. La cocaïne arrivait de Miami. Dans des vols discrets, 3 ou 4 par opération. Chacun chargé de 200 à 400 kilos. Le volume était colossal. Et Henry n'y arrivait plus. La peur l'écrasait. Avant de disparaître pour le Honduras, il joua une dernière carte auprès de Blandon. « Prends le contact avec Ross. Occupe-toi de tout. Je veux seulement ma commission, pour chaque kilo que tu bouges. »
Blandon accepta sans hésiter. Il savait que Ricky Ross représentait bien plus qu'un vendeur de crack. C'était une voie directe vers un réseau de distribution infini, avec le quartier comme marché et le désespoir comme moteur. Henry Corrals, dépassé par le volume et la peur, choisit de disparaître. Mais avant de fuir, il emmena Ricky en voiture et, pendant un trajet apparemment anodin, lui lâcha la vérité. « Je m'en vais. Je te laisse avec quelqu'un qui te donnera meilleur prix. Plus de produits. Tout ira mieux. » Il avait raison. Dès que Ricky commença à traiter directement avec Danilo Blandon, le prix de la cocaïne descendit encore. Ricky accéda aux meilleurs produits au meilleur prix de toute la ville et fit alors son saut définitif. Il cessa de vendre des grammes et commença à écouler des kilos. Plus de 200 par mois. Cette quantité équivalait, une fois transformée, à plus de 165 000 doses de crack quotidiennes. Plus de 5 millions de cailloux par mois, distribués dans une seule zone de Los Angeles. Ricky avait cessé d'être un simple trafiquant. Il dirigeait désormais une structure de distribution massive. C'était une industrie. Une opération d'une ampleur jamais vue au cœur d'un quartier marginalisé. À partir de 1984, tout déborda. Blandon déversait des tonnes de cocaïne chaque semaine dans les quartiers noirs de la ville, tandis que Ricky Ross redistribuait à une vitesse fulgurante. Le réseau grandissait à un rythme brutal, trop brutal. En l'espace d'un an, entre 1984 et 1985, tous deux savaient qu'ils avaient atteint un point critique. Ricky vendait tellement de marchandises qu'il n'avait même plus le temps de la cuisiner lui-même. Il recevait les kilos et les redistribuait directement. La production de crack tomba entre les mains de petits cuisiniers de rue, beaucoup affiliés aux gangs locaux, eux aussi en expansion, gagnant du pouvoir, réclamant territoire à mesure que l'argent et la drogue circulaient sans contrôle. Le business ne s'arrêtait plus. Chaque semaine apportait davantage. Chaque livraison, plus volumineuse. Ricky avait franchi une limite inimaginable. Il achetait à Blandon 100 kilos de cocaïne tous les 7 jours. Il l'appelait à n'importe quelle heure au milieu de la nuit, le matin, comme si le temps n'avait plus de sens. La demande était si élevée que l'urgence dictait tout. Blandon atteignait sa limite. Pas seulement à cause de la pression, mais aussi du volume qu'il devait traiter. Il n'était plus un intermédiaire discret. Il était devenu le centre d'une opération gigantesque. Pour tenir le rythme, il décida de faire l'impensable. Il contourna Meneses. Il contourna les canaux traditionnels et alla directement aux sources. Il négocia avec les fournisseurs colombiens, leur demanda une faveur personnelle. Il leur dit « Faites confiance à Ricky. Il paie toujours, il tient toujours parole. » Et ils acceptèrent. Ainsi, Ricky reçut sa première cargaison à crédit, entre 20 et 25 kilos, sans payer un seul dollar à l'avance. À valeur de l'époque, près d'1 million de dollars, un geste de confiance ou d'ambition. Tout semblait fonctionner. Tout suivait son cours. Le produit arrivait. Il se distribuait. Il se vendait. Il se multipliait. Mais sous la surface, quelque chose commençait à se fissurer. Ricky le remarqua. Son fournisseur, l'homme qui rendait toute la structure possible, commençait à changer. Blandon buvait davantage, se montrait instable, consommait une partie de la marchandise, perdait le contrôle. Il lui proposa même de la cocaïne à plusieurs reprises. Mais Ricky refusa toujours. Il savait exactement ce qu'il construisait. Et il savait qu'une seule faiblesse pouvait tout faire s'effondrer en une seconde. Tandis que Ricky conservait concentration, discipline et maîtrise, Danilo Blandon commençait à se détériorer. Il avait pris du poids. Il semblait distrait, moins précis, moins fiable. Et cela, pour Ross, était une alerte. Parce que toute sa structure, cette machine qu'il avait perfectionnée en 2 ans, fonctionnait à merveille, mais avait un point faible. Elle dépendait d'un seul homme. Tout le système reposait sur Blandon. Il fournissait, il régulait, il imposait les rythmes, et il n'existait aucune alternative. Personne ne pouvait lui offrir ce qu'il offrait. Alors que d'autres trafiquants payaient jusqu'à 45 000 $ le kilo, Ricky les recevait toujours à 38 000. Toujours, sans retard, sans rupture. Une différence qui, multipliée par 100 kilos, représentait des millions. Blandon n'était pas seulement son fournisseur, il était aussi son bouclier. Il l'avertissait des descentes avant qu'elles n'aient lieu. Lui indiquait qui le surveillait. Lui parlait de fédéraux,
de mouvements suspects. Ricky en arriva à penser que Blandone avait un infiltré dans la police. Et chaque fois qu'il doutait, les faits confirmaient tout. Les fédéraux apparaissaient exactement là où, et quand, Blandone l'avait annoncé. Ross le savait, il lui devait beaucoup. Trop. Et pour cette raison, il restait loyal. Du moins, en apparence. Mais intérieurement, quelque chose avait changé. Il savait qu'un réseau dépendant d'un seul homme finit par se briser. Et Blandon montrait des fissures. Ricky commença à se préparer. Pas par trahison, pas par ambition, par instinct. Il avait appris une règle fondamentale de ce monde. La loyauté a de la valeur, mais elle a une limite. Et Danilo Blandone s'en approchait de plus en plus. Chaque fois qu'il le voyait, Ross remarquait la même scène. Blandone se montrait absent, plus lent, parfois affalé sur un canapé, le regard perdu. Les livraisons commencèrent à prendre du retard. Les appels s'accumulèrent sans réponse. Et Ricky, qui n'aimait pas improviser, comprit qu'il devait anticiper. Il prit une décision silencieuse, sans confrontation, sans rupture. Il commença à chercher d'autres options. Parmi ses contacts, les frères Torrey réapparurent, anciens alliés du cercle de Blandone. Il savait qu'eux aussi géraient de la cocaïne, même à une autre échelle. Lors d'une rencontre informelle, l'un d'eux lui glissa son numéro. « Au cas où » dirent-ils. Ross ne répondit pas, mais le conserva. Et quelques semaines plus tard, il les appela. La réponse fut immédiate. Les torts étaient prêts. Ils proposèrent des prix similaires à ceux de Blandone, voire meilleurs pour certaines quantités. Ricky ne réfléchit pas longtemps. Il se mit à acheter aux deux. Il jouait sur deux tableaux, utilisait les offres de l'un pour faire pression sur l'autre, gonflait les chiffres, exagérait les prix, manipulait les volumes. Le terrain, c'était le sien. Et sur ce terrain, il jouait seul. Blandone le soupçonna. Il ne le confirma jamais totalement, mais quelque chose clochait. Quand lui livrait 100 kilos, les Torrey en écoulaient 50 autres, peu, être 100 de plus. Le volume global augmentait, mais ses revenus, non. Ross en avait conscience. Il savait que tôt ou tard, le système se tendrait. Alors il fit ce qu'il faisait toujours quand il se sentait vulnérable. Il se blinda. Il suivit le conseil que, ironie du sort, le même Blandone lui avait donné auparavant. Diversifie. Investisse. Et il s'exécuta. Il acheta des maisons, plusieurs immeubles, un atelier mécanique, et surtout un motel, le Freeway Motor Inn. Un établissement modeste, au bord de l'autoroute, sans luxe, sans enseigne lumineuse, mais avec quelque chose qui, pour Ricky, valait plus que n'importe quelle suite. La discrétion, entrée rapide, sortie propre, aucune question. C'était l'endroit idéal pour conclure des affaires, ou disparaître si tout tournait mal. C'est depuis ce motel, au bord de l'autoroute, que Ricky Ross se transforma en légende. Son surnom définitif naquit là, dans ce lieu sans glamour, loin du centre, Freeway Rick. Pendant qu'il consolidait son empire, le crack cessait d'être un phénomène cantonné aux coins de rue et aux ruelles. Il commença à se répandre comme un virus incontrôlable. Ce qui avait débuté comme un marché local devint rapidement une épidémie nationale. Et partout où il arrivait, il laissait derrière lui un sillage de chaos. Au début des années 80, les gangs les plus connus, les Crips et les Bloods, n'étaient guère plus que des groupes de quartier. Ils contrôlaient 2 ou 3 pâtés de maison, parfois même pas. Leur pouvoir restait limité, leur conflit personnel. Mais avec l'arrivée du crack, tout bascula. Un rapport de 1989 du département de la justice le formula clairement. Le nouveau marché avait transformé ces gangs en véritables mafias urbaines, avec structure, avec hiérarchie, avec armes. L'argent bouleversa tout, et pour protéger cet argent, l'intimidation ne suffisait plus. Il fallait expansion, contrôle territorial et feu croisé. La cupidité les poussa hors du quartier. Ils convoitèrent des villes, puis des États entiers, et ils y arrivèrent. Depuis Los Angeles, les Crips et les Bloods emmenèrent le crack vers l'Oregon, le Kansas, la Caroline du Nord, la Virginie, le Maryland. Partout où ils passaient, ils laissaient la même empreinte. Drogue, violence, mort.
En 1989, rien que Washington, D.C. écoulait plus de 200 kilos de cocaïne par semaine. Une grande partie de cette marchandise provenait des réseaux mis en place par les gangs de Los Angeles. Et au centre de cette toile, il y avait lui, Freeway Rick. La couleur de ton bandana ne l'intéressait pas. Crip, Blood ou indépendant, peu importait. Si tu avais de l'argent, tu étais client. Son business ne portait aucun drapeau. Et cette neutralité stratégique fit de lui le principal fournisseur du conflit. Ce fut le début d'une migration criminelle sans précédent. Avec le crack comme monnaie et les armes comme argument, les gangs exportèrent leur guerre jusqu'au moindre recoin du pays. Avant le crack, South Central était un quartier pauvre, touché, oui, mais avec des structures familiales, avec une communauté. Après le crack, ce fut autre chose. Une zone de guerre. Les rues se remplirent d'armes, fusillades quotidiennes, enfants tenant des pistolets, un chaos incontrôlable. Un membre des East Side Crips l'exprima sans détour. Avant, personne n'avait un 9 mm, ni un Mackey's, ni un A-47. Après 1986, n'importe qui pouvait en obtenir un. Et derrière cette transformation brutale, se trouvait Danilo Blandon. Dès 1984, en plus de la cocaïne, il avait commencé à vendre des armes à Ricky et à son entourage. Fusils, pistolets, mitraillettes, armes de guerre. L'ironie était aussi tranchante qu'évidente. Tandis que les États-Unis prétendaient lutter contre le communisme en Amérique centrale, ils armaient les gangs les plus violents de leur propre territoire. Blandon ne l'a jamais nié. Les armes qui inondaient South Central sortaient de son réseau. Et son réseau, c'était celui des contrats. Sur le plan légal, tout se couvrait sous des contrats de sécurité privée. En pratique, les armes suivaient deux chemins. L'un vers le sud, la jungle nicaraguayenne, l'autre, directement vers le cœur de Los Angeles. Mais ce qui se voyait les armes dans les rues, les fusillades n'étaient que la surface. En dessous, un système bien plus sombre existait. Un engrenage précis, transnational, reliant le cartel de Medellín à la FDN et les deux à certains secteurs du gouvernement américain lui-même. Dès le début des années 80, des agents infiltrés et des informateurs alertaient sur ce qui se passait. Le département de la justice recevait des rapports de plus en plus alarmants. Mais personne n'arrêtait rien. Personne ne voulait regarder en face. Un informateur clé, recruté par la DEA et ami d'enfance de Norwin Meneses, fut catégorique. Il affirma que Meneses envoyait de la cocaïne depuis la Colombie, souvent en passant par le Nicaragua, avant d'atterrir aux États-Unis, et une partie de l'argent se transformait en armes pour les contrats. C'est ce qu'il déclara. Il affirma même que certains agents américains facilitaient les livraisons en les permettant ou en les escortant directement. Mais il ne fut pas le seul à parler. Peu après, un autre témoignage ébranla les fondations de la version officielle. Allen Raoul Rudd, trafiquant devenu informateur fédéral, partagea une histoire encore plus grave. Lors d'un séjour à Medellín, il dit avoir rencontré Pablo Escobar. Et, au cours d'une conversation informelle, Escobar se plaignit de quelque chose d'étrange. L'opération antidrogue menée en Floride par le vice-président George Bush interférait avec les envois du cartel vers Miami. Puis il lâcha une bombe. Selon Escobar, il existait auparavant un accord avec le gouvernement américain. Un accord non écrit, informel, mais fonctionnel. Des avions similaires aux C-130, d'usage militaire américain, arrivaient chargés d'armes en Colombie. Le cartel déchargeait l'armement. Et ensuite, chargeait ces mêmes avions de cocaïne qui repartaient vers des bases militaires américaines. Il ne mentionna pas directement la CIA, mais Allen Rudd ne doutait pas de l'identité à laquelle Escobar faisait allusion. Et ce n'était pas le plus grave. Escobar affirmait avoir des preuves. Une photo, explosive. George Bush, alors vice-président, posant aux côtés de George Ochoa, l'un des dirigeants du cartel. Et derrière eux, des valises remplies d'argent. Un matériel parfait pour faire chanter n'importe quel politicien. Cette photo n'apparut jamais officiellement, jamais confirmée. Et pour le gouvernement américain, tant mieux. Mais Allen Rudd n'était pas isolé. Il y en eut d'autres. Une voix supplémentaire rejoignit le chœur de témoignages, allant tous dans la même direction.
Wanda Palacios, informatrice du FBI à Miami et épouse d'un trafiquant colombien, raconta avoir été témoin d'atterrissages secrets d'avions liés à la CIA à Barranquilla entre 1983 et 1985. Selon elle, les avions atterrissaient avec des armes destinées à la CIA, puis repartaient chargés de cocaïne. Palacios accompagna même Pablo Escobar en limousine jusqu'à l'un de ces lieux. George Ochoa, le même qui aurait figuré dans cette photographie avec George Bush, se vantait de travailler pour la CIA et d'acheminer de la marchandise vers le sud de la Floride. Plus personne ne pouvait l'ignorer. Avions, armes, cocaïne, la CIA, puis un autre nom clé surgit, Barry Seal, un ancien pilote de la CIA qui avait rompu son contrat. Il avait été recruté par le cartel de Medellín et devint l'un de ses pilotes les plus précieux. Mais peu savaient que Barry Seal travaillait également pour la DEA. Il participa à des opérations clandestines liées au contrat, transportant des armes vers le Nicaragua et ramenant de la cocaïne aux États-Unis. En 1984, la Maison-Blanche lui confia une mission très précise: s'infiltrer, photographier un chargement de cocaïne placé dans un avion militaire et prouver que le régime sandiniste était impliqué. Quel était l'objectif réel? Un vote décisif approchait au Congrès concernant l'aide au contrat et le gouvernement avait besoin d'un prétexte solide. Une preuve tangible pour justifier une intervention, un levier émotionnel pour débloquer davantage de ressources. Barry Seal revint avec les preuves. Parmi elles, une photo destinée à être montrée à l'échelle nationale. Le message ne nécessitait aucune traduction. Les sandinistes n'étaient pas seulement un régime hostile, ils étaient narcotrafiquants. La narration se reconfigura en quelques secondes. Soutenir les contrats n'était plus une option politique. C'était présenté comme une urgence morale. Mais la vérité était tout autre. Des documents déclassifiés révélèrent des années plus tard que même la CIA ne put confirmer l'implication de hauts responsables sandinistes dans le trafic. Après des mois d'enquête interne, zéro preuve concluante. Tout relevait d'une stratégie, une mise en scène conçue pour influencer le Congrès et l'opinion publique. Et Barry Seal, il fut assassiné quelques mois après la diffusion de la photographie. La version officielle pointa du doigt le cartel de Medellín. La version officieuse dit qu'il en savait trop. Tandis que Washington continuait d'envoyer des armes vers le sud, la véritable guerre dévastait le nord. Rue après rue, quartier après quartier, les États-Unis commençaient à se vider de l'intérieur. Et alors, quelqu'un osa regarder. Jerry Guzetta, agent antidrogue du comté de Los Angeles. Sa motivation allait au-delà du devoir. Son frère avait été assassiné par un dealer. Pour Jerry Guzetta, ce n'était plus seulement un travail. C'était personnel. Il avait perdu son frère aux mains du trafic. Et ce qu'il cherchait n'était pas une justice tiède. Un jour, en examinant des rapports mineurs, il tomba sur quelque chose que d'autres auraient ignoré. Un homme sans emploi avait acheté 8 machines à compter les billets. Un détail ridicule, ou un signal. Pour Guzetta, c'était la deuxième option. Il suivit la piste, et le fil le mena à 2 noms qui, jusque-là, semblaient des fantômes. Les frères Torres, sans casier significatif, sans délit prouvé, mais avec des mouvements suspects. Ils vivaient dans l'ombre, traversaient les quartiers de South Central comme s'ils laissaient des miettes derrière eux. Une mallette, puis une autre, toujours en mouvement, toujours un pas devant. Guzetta les suivit et trouva la faille juridique dont il avait besoin. L'un d'eux était en liberté conditionnelle pour possession de cocaïne. C'était peu, mais c'était un point d'entrée. Le 11 août 1986, la police fit irruption dans la maison des Torres. Et ce qu'ils trouvèrent ne fut pas de la drogue, ce fut de l'argent. 400 000 $ en liquide, cachés dans un placard. Mais rien d'autre. Pas un gramme de cocaïne. Pas une pipe. Rien. Les frères Torres savaient jouer. Comme Blandon, ils ne mélangeaient jamais la marchandise avec l'argent. S'il tombait, 3 ans au maximum. Pour Guzetta, ce n'était pas suffisant. Il voulait plus. Alors il changea de stratégie. Il se concentra sur ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Leur compagne. Les 2 femmes avaient des liens familiaux avec un nom qui faisait trembler même les fédéraux. Pablo Escobar. Et cela changeait tout. Jerry Guzetta ne leur laissa aucun choix. Elles coopéraient ou elles iraient en prison.
Et pas seulement, elle serait expulsée. Pour les Thor, c'était impensable. La famille était sacrée. Et trahir le cartel de Medellín revenait à signer leur propre arrêt de mort. Acculés, ils cédèrent. Et alors, l'abîme s'ouvrit. Ce qu'ils révélèrent dépassait toute estimation. C'était un réseau immense, actif, en pleine opération. Des routes définies, des dépôts secrets, des flottes de camions transportant cocaïne et argent liquide comme s'il s'agissait de marchandises légales. Selon leurs témoignages, ils avaient blanchi plus de 100 millions de dollars en une seule année. 1986. Ils dissimulaient entre 250 et 500 millions en liquide, répartis dans toute la zone métropolitaine de Los Angeles. Et ils maintenaient plus de 1000 kilos de cocaïne en réserves actives. Guzetta pensa qu'ils exagéraient, qu'ils tentaient de négocier leur liberté avec des histoires gonflées. Mais les Torres allèrent plus loin. Ils l'emmenèrent. Voir, toucher, observer la machine en fonctionnement réel. Livraison constante. Valise remplie de billets. 40 kilos de cocaïne en mouvement. En quelques heures. Plus de 7000 dollars collectés en moins de 3 jours. Ce n'était pas une exagération. C'était réel. Et cela se déroulait maintenant. Chaque adresse avait une fonction. Chaque personne, un rôle. Chaque déplacement, un objectif. Un réseau parfait. Et en son centre, la connexion directe entre la cocaïne, l'argent et la guerre. Un bâtiment abandonné n'était pas seulement une carcasse urbaine. C'était un laboratoire. Là, on cuisinait la poudre blanche qui dévasterait ensuite des quartiers entiers. Un autre, plus fréquenté, centre de distribution. Là arrivèrent les paquets. Là se décidait à quel coin, à quel gang, à quelle ville ils étaient destinés. Et ensuite, le Freeway Motor Inn. Moderne, discret. Le bureau de Ricky Ross, le cœur silencieux de son empire. Mais ce jour-là, les Thor ne se contentèrent pas de désigner Ross. Ils allèrent plus loin. Ils parlèrent de Danilo Blandón, de l'homme qui garantissait l'approvisionnement constant, qui apportait les kilos comme s'il s'agissait de pain, sans échec, sans pause, sans trace. Ils racontèrent comment, pendant des mois, Blandón avait fourni Ross et Oli. Comment il faisait circuler le produit depuis l'Amérique du Sud jusqu'à Los Angeles sans être détecté. Comment il maintenait une structure si parfaite que personne jusqu'alors n'avait pu la repérer. Mais ce n'était pas tout. Selon les Thor, Blandón n'était pas un simple trafiquant. Il avait quelque chose de plus. Accès, connexion, information privilégiée. Et quelque chose d'encore plus inquiétant. Un réseau de protection qu'il n'osait même pas nommer à voix haute. Pour la police, c'était une victoire. Mais en pratique, c'était un piège. Parce qu'il n'avait aucune preuve solide. Pas un seul élément légal reliant Ross ou Blandón aux cargaisons. Tout était conçu pour cela. Compartimenté, hermétique, blindé. Et pendant que les agents examinaient des dossiers, le crack continuait de circuler. Des centaines de milliers de doses chaque semaine. Des millions de dollars changeant de mains en quelques heures. Et Blandón restait libre. Sous surveillance, mais libre. Alors, Guzetta comprit. Pour faire tomber ce système, il ne suffisait pas d'attaquer les bords. Il fallait frapper au centre. À la tête, au roi du crack de South Central, à Ricky Ross. C'est ainsi que, le 12 janvier 1987, le département du shérif du comté de Los Angeles et la police d'Inglewood créèrent quelque chose de totalement inédit. La Freeway Task Force, une unité spéciale, multijuridictionnelle, conçue pour une seule mission, faire tomber Ricky Ross. Il n'était plus seulement un nom dans un rapport, il était l'ennemi numéro 1. Et cette fois, la police n'allait pas attendre. Plus de surveillance passive, plus d'écoute. C'était une guerre. Il ne s'agissait pas seulement de l'arrêter. C'était un message. Un avertissement pour South Central. Personne n'est intouchable. Un rapport interne le disait sans détour. Faire tomber Ricky serait un symbole. Un exemple national. Pour certains agents, la mission n'était pas professionnelle. Elle était personnelle. Comme pour Steve Polak, un vétéran. Témoin direct de l'effondrement de son quartier. Il avait tout vu. Ricky Ross a transformé les rues en champs de bataille. Il a empoisonné des dizaines de milliers de personnes. Ce cancer s'est propagé et a détruit tout ce qu'il touchait.
Avec la task force à ses trousses, Ricky commença à le sentir. Le piège se refermait. Et alors vint le premier coup, 21 janvier 1987. Raid massif. Objectif. Le Freeway Motor Inn. Ce n'était pas une opération ordinaire. Ils la traitèrent comme une forteresse ennemie. Hélicoptère. Unité SWAT. Périmètre bouclé. Ils cherchaient le roi. Mais Ricky n'était pas là. Il était parti la veille au soir. Par instinct. Ou peut-être parce que quelqu'un l'avait prévenu. Ils fouillèrent chambre par chambre. Rien ne fut épargné. Ils confisquèrent de l'argent. Et quelque chose de plus inquiétant. Une radio haute fréquence, réglée sur les communications de la police. Ce même jour, ils perquisitionnèrent la maison de la mère de Ricky. Ils y trouvèrent une Uzi, 2 gilets pare-balles et une ligne téléphonique directe avec lui. Quand Ross appela, furieux, Steve Pollack ne répondit pas. Il ne voulait pas parler. Il voulait faire tomber son empire. Et ils essayèrent. Les raids se multiplièrent. La pression montait. Chaque contact de Ricky était surveillé. Chaque mouvement, consigné. À la fin janvier, la Freeway Task Force publia son premier bilan. 15 mandats exécutés. 5 arrestations. 4 kilos de crack saisis. 63 000 $ en liquide. 20 armes à feu. Mais le plus important n'était pas dans la liste. C'était la carte. Une carte complète de l'empire de Freeway Rick. Rue, point de vente, collaborateurs, un réseau qui n'était plus invisible. Le chef de l'unité fut catégorique. Ce n'était pas un réseau. C'était un fichu cartel. Tandis que la police resserrait l'étau à Los Angeles, Danilo Blandon sentait déjà la tempête l'atteindre. Les raids, la pression sur Ross, la tension dans l'air, tout indiquait une seule chose. La fin approchait. Et Danilo Blandon le comprit avant tout le monde. Il prit une décision, disparaître. Il vendit des biens, ferma des entreprises, envoya sa femme et ses enfants en Floride. Et ensuite, il partit à son tour. Il emporta avec lui 6 millions de $ en liquide. Et un objectif clair, recommencer ailleurs. Était-ce la fin? Pas encore, parce que Freeway Rick tenait encore debout. Mais quelque chose en lui s'était brisé. Son fournisseur, son mentor, son bouclier, s'était volatilisé. Et la ville n'était plus la même. Le marché du crack était saturé. Les prix s'effondraient. Les gangs se battaient pour les miettes. Crips, Bloods, indépendants, tous voulaient une part de l'empire. Les rues étaient devenues un champ de bataille. Le bruit des tirs se mêlait à celui des billets comptés. Et la poudre blanche ne valait plus ce qu'elle valait. 1 kilo qui valait autrefois 50 000 $ n'atteignait même plus 12 000. Le business se défaisait. Et Ricky le savait. C'était une question de temps. Ross comprit. Il était temps de partir. À l'automne 1988, il quitta Los Angeles. Il partit pour Cincinnati. Il cherchait un nouveau départ, loin du chaos, loin des rues marquées par la guerre. Une tentative sincère de recommencer. Il acheta des maisons, investit, essaya de se reconstruire. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait changer. Freeway Rick restait Freeway Rick. Et la drogue l'appela de nouveau. Le téléphone sonna. C'était Danilo Blandon, depuis Miami. Il lui proposait un nouveau deal, une opportunité, de celle que Ricky n'avait jamais su refuser. Il retomba. L'argent revint. Le produit revint. Le vertige du business revint. Ce que Rick ignorait, c'est que cette fois, son ancien partenaire jouait pour l'autre camp. Danilo Blandon n'était plus le même. Depuis mai 1992, il travaillait comme informateur secret pour la DEA. Il l'avait arrêté. Accusation de trafic. Blanchiment d'argent. La perpétuité en perspective. Mais Blandon n'allait pas tomber seul. Il négocia, joua sa dernière carte, et offrit ce que personne d'autre ne pouvait offrir. Les noms, un par un. Associés, fournisseurs, distributeurs. Et tout en haut de la liste, Freeway Rick Ross. Blandon devint insistant. Il l'appelait sans cesse, toujours avec la même histoire. Dette urgente envers les Colombiens, affaires inachevées, pression incontrôlable. Ricky Ross, sceptique mais épuisé, commença à se sentir piégé. La pression émotionnelle monta, et finalement, il accepta une rencontre. Il pensait que ce serait comme avant, une simple livraison, une transaction de plus,
dans une longue chaîne d'accords. Mais cette fois, tout était différent. Tout était orchestré. En février 1995, Rick se rendit à l'endroit convenu. On lui demanda d'inspecter un véhicule qui, selon Blandon, contenait la marchandise. En l'ouvrant, il vit les paquets, plusieurs kilos de cocaïne, emballés comme tant d'autres auparavant. Mais avant qu'il puisse en vérifier la qualité, c'était fait. Le silence explosa en cris. Sirène. Pas précipité. Des agents armés surgissaient de partout. Ils le visaient. Ils hurlaient. Rick tenta de fuir un réflexe, mais il n'en eut pas la possibilité. En quelques secondes, il était au sol. Menotté. Neutralisé. L'homme qui avait régné sur le marché du crack de toute la côte ouest venait d'être trahi par celui qu'il avait considéré, pendant des années, comme un frère. À des milliers de kilomètres, une autre histoire atteignait sa fin. Au Nicaragua, Norwin Meneses. L'ombre derrière le flux de cocaïne, le stratège silencieux, tombé après des années à manœuvrer dans l'obscurité. Depuis 1991, les autorités nicaraguayennes surveillaient ses mouvements. Et en novembre de cette même année, l'opération frappa. Des raids simultanés sur plusieurs de ses propriétés révélèrent l'étendue réelle de son empire. 725 kilos de cocaïne saisie, des collaborateurs arrêtés et une structure enfin mise au jour. C'était l'effondrement d'un des clans les plus influents d'Amérique centrale, un réseau qui, chose incroyable, avait prospéré pendant des années sous le regard indulgent, ou au moins néglige un des mêmes agences censées lutter contre le narcotrafic. Lors de son arrestation, Norwin Meneses ne montra ni surprise, ni remords. Lors des interrogatoires, il affirma qu'il n'avait jamais agi seul, qu'il avait bénéficié d'un aval implicite d'une superpuissance. Selon lui, il avait travaillé pendant des années pour la DEA, infiltrant des réseaux de trafic, avec une mission secrète, lier des dirigeants sandinistes au narcotrafic international. Mais cette fois, aucun appel de Washington. Personne pour le sauver. Son utilité avait expiré. Et avec sa chute, se refermait l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne. Ainsi se termine cette histoire. Ricky Ross, derrière les barreaux d'un système qu'il avait alimenté, mais qui ne lui pardonna jamais, ni sa couleur de peau, ni son impact social. Norwin Meneses, capturé, après avoir opéré pendant des années sous la protection de silence commode. Et Danilo Blandon, opérateur intermédiaire, rouage essentiel, libre, protégé, blanchi, devenu informateur vedette des mêmes agences, qui, durant des années, avait ignoré son rôle. Et qu'est-ce qui resta derrière? Les contrats, un projet géopolitique qui sema destruction, et laissa plus de questions que de réponses. Le crack, cette épidémie muette, diffusée comme une arme dans les quartiers les plus pauvres. Des communautés ravagées, prises entre addiction et répression. Des vies détruites. Des mères enterrant leurs enfants. Des écoles vides. Des prisons pleines. Tout cela pourquoi? Pour un conflit régional à des milliers de kilomètres. Pour quelques morceaux de jungle et des acronymes sur une carte que personne ne savait prononcer. Tu voulais la vérité? La voici. Nous avons permis que des trafiquants inondent nos rues. Nous avons financé une guerre étrangère au prix de nos propres citoyens. Nous avons livré des armes à des gangs, tout en prétendant les combattre. Nous avons sacrifié nos quartiers les plus vulnérables pour soutenir un récit de sécurité nationale, qui, au final, nous a rendus plus vulnérables encore. Ce n'était pas un accident, c'était un choix, une politique, et leurs conséquences nous poursuivent encore. Tout cela fut possible parce que, pendant des années, nous avons cru que le mal venait de loin et non de nos propres rues. Ce que tu viens de voir, ce qui a été révélé, tout cela fut mis au jour grâce au travail d'un journaliste courageux, Gary Webb, lauréat du prix Pulitzer. Il publia en 1996, dans le St. Joe's Mercury News, une série d'articles intitulée « Dark Alliance ». Dans cette enquête, il exposa de manière détaillée comment un réseau de narcotrafiquants lié au contrat et soutenu indirectement par la CIA avait inondé les États-Unis de tonnes de cocaïne. Webb démontra que cette alliance invisible entre narcos et agences fédérales avait été un facteur décisif dans l'explosion du crack dans les ghettos afro-américains. Un phénomène presque imperceptible devenu, en quelques années, une épidémie nationale.
Dark Alliance fut pionnier dans son format hybride. Publié simultanément sur papier et sur Internet, il marqua un tournant dans le journalisme. Il devint viral immédiatement. Des manifestations furent organisées. Des animateurs radio le défendirent. Des politiciens d'opposition le citèrent comme preuve d'une conspiration institutionnelle. Le scandale fut tel qu'il provoqua quelque chose d'inédit. Le directeur de la CIA se vit contraint de briser le silence. Il se rendit lui-même à une réunion communautaire dans le sud de Los Angeles, où des centaines d'Afro-Américains exigeaient des réponses. Mais il n'y eut ni excuse, ni révélation, seulement des détours, des promesses de transparence qui ne furent jamais tenues. Pendant ce temps, Gary Webb devenait la cible d'une opération silencieuse mais implacable. Pas avec des armes, avec de l'encre. The New York Times, The Washington Post et Los Angeles Times. Les géants de la presse traditionnelle se rejoignirent dans une même mission. Le discréditaient. Ils remirent en question ses sources, sortirent ses découvertes de leur contexte, l'accusèrent de conspirationnisme et, article après article, firent taire sa voix. La rédaction qui l'avait soutenu, le San Jose Mercury News, finit par céder à la pression. Ils se rétractèrent, l'isolèrent, et Webb, la carrière brisée, disparut de la scène publique. En 2004, il fut retrouvé mort. 2 balles dans la tête. Officiellement, suicide. Officieusement, un avertissement. Gary Webb n'a pas été vaincu par le mensonge. Il a été puni pour avoir dit la vérité. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci. Merci d'avoir écouté. De ne pas t'être contenté de la version officielle. D'avoir cherché ce que beaucoup préfèrent ignorer. Ce documentaire est le fruit de semaines de travail, de recherche et d'écriture. Et ton soutien est ce qui le rend possible. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et laisse-nous un like si tu penses que des histoires comme celle-ci doivent être racontées. À la prochaine. Et rappelle-toi, parfois, la vérité ne nous libère pas. Elle nous montre seulement le prix à payer pour la connaître.